Al-Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous, auprès de vos connaissances et surtout en vous y abonnant le plus nombreux possible pour y être informé des dernières nouvelles et surtout en primeur. Merci de nous recevoir chez vous une nouvelle fois et parmi vous. Cette 126e vidéo vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire le ce qui fait tout simplement discussion entre nous et à chacune de nos entrevues désormais. Le CQFD de votre Bled Mararibia se penche aujourd'hui sur cette réflexion en forme d'analyse du docteur Charles Saint-Pro, relevant les caractéristiques bien spécifiques de cet État-nation, faisant la grandeur d'une nation de l'État, de ce royaume marocain. Il n'appartient évidemment pas de s'immiscer dans les affaires d'un pays, quel qu'il soit, ou de jouer les donneurs de leçons. Toutefois, il y a assez de gens qui le font, et souvent d'une manière bien intempestive, mais une fois n'est pas coutume, ici entre nous, faisons ensemble, si vous le voulez bien, un peu de sociologie historique. Il est souhaité tout simplement de proposer une petite réflexion sur les racines, les origines et surtout les caractéristiques historiques de la nation et de l'État vers justement un État-nation. Et au Maroc donc, comme partout ailleurs, parce qu'il ne s'agit pas de refaire le monde, mais juste de faire évoluer son pays vers de meilleurs horizons, sans pour autant le détruire et le plonger dans l'inconnu. L'essentiel consiste à poursuivre la construction d'une nation moderne et à devenir un pays émergent tout en s'appuyant sur ses propres fondamentaux. Il faut donc s'interroger sur ces fondamentaux justement. Et pour cela, il faut insister sur deux points qui paraissent essentiels. Le premier point est que le Maroc est justement un État-nation. Le second point est que ce même Maroc doit suivre les lois de la politique marocaine. Un État-nation est né de l'histoire, de son histoire. La première remarque porte donc sur le fait que le Maroc est un État-nation né de l'histoire. Comme toutes les nations, le royaume marocain se comprend à travers son histoire et sa géopolitique propre. C'est ainsi que l'État marocain d'aujourd'hui reste le produit d'une longue histoire qui commence au moins en 788, un siècle après juste l'islamisation, avec l'intronisation d'un descendant du prophète, un petit-fils de Fatima et de Ali. Idriss ibn Abdallah, venu de la péninsule arabe, ralliera les tribus autour de Volubilis, épousera une fille de notable local et inaugurera la dynastie des Idrissides, la première d'une série de dynasties royales, Idrissides, El-Mouravides, El-Mourabiton, les Almohades, El-Mouahidoun, les Mérinides, les Saadiens, les Alaouites,
depuis le XVIe siècle, qui vont faire le Maroc, justement. Pour bien saisir la réalité de ce pays, et plus généralement toute celle du Maghreb, dans son entièreté, il faut toujours avoir à l'esprit cette phrase de ce maréchal Lyautey, disant à l'époque, alors que nous sommes trouvés en Algérie, en face d'une véritable poussière de mini-principautés, au Maroc, au contraire, nous nous sommes trouvés en face d'un empire, oui, d'un empire historique indépendant, jaloux à l'extrême de son indépendance, rebelle à toute servitude, qui, jusqu'à ces dernières années, faisant encore figure d'État, constitué avec sa hiérarchie de fonctionnaires, ses représentants à l'étranger, hommes d'une culture générale qui ont traité d'égal à égal avec les hommes d'État européens. Une nation donc, tout simplement. Être des nations façonnées par l'histoire n'est pas rien. Cela permet de distinguer les principes fondamentaux qui guident l'action des dirigeants depuis des siècles. Cela permet aussi de mettre en relief les options spécifiques, les constantes et naturellement les variables qui confèrent à l'État sa légitimité historique. À vrai dire, le Maroc est l'une des plus anciennes nations constituées au monde. Depuis le IXe siècle, le seul État qui, d'une façon ou d'une autre, a constamment affirmé sa souveraineté entre la Méditerranée et le fleuve Sénégal et le royaume du Maroc, dont les dynasties successives ont eu un lien particulier avec les régions sahariennes. Tels sont les faits, juste les faits. Il n'y a jamais eu d'autre forme de souveraineté dans ces régions que celle des sultans marocains. Une nation ne se définit pas seulement par la citoyenneté ou l'occupation d'un même territoire, mais aussi par la prise de conscience commune d'un destin partagé et d'une identité surtout propre pour prendre sa place dans l'histoire et dans la sociologie. C'est la nation qui donne à l'homme sa dignité en lui permettant d'être non seulement un animal social, entre guillemets, mais plus encore un animal socio-historique. Dès lors, la politique n'a pas pour objet de servir les intérêts de groupes particuliers, les ambitions d'un seul ou les chimères des idéologues. C'est simplement la recherche des moyens qui permettent à la nation de prospérer et de conserver sa souveraineté. C'est la mission de l'État, ce qui est le cas de ce royaume du Maroc. Et la finalité de l'État vise à garantir l'intangibilité de ce que les rois capétiens appelaient le précaré, c'est-à-dire l'intégrité territoriale, et à préserver l'unité nationale, laquelle n'exclut évidemment pas la diversité qui est une richesse complémentaire. Dans ces conditions, l'État qui va prendre en main les destinées du pays, libéré en ce qui concerne le Maroc en 1956, après la fin des protectorats français et espagnols, n'est évidemment pas créé de toutes pièces, mais il est tout simplement le successeur des institutions marzéniennes, vieilles de plus de 12 siècles. Oui, vieilles de plus de 12 siècles. C'est pourquoi, sauf à courir le risque d'atteindre un haut degré d'amphigorie, il convient d'étudier les caractéristiques historiques et sociologiques
de cet État marocain. L'un des tout premiers actes de la dynastie des Idrissides avait été la fondation de la ville de Fès, promue au rang de capitale en 809. Dès lors, le pouvoir central se trouvait spatialisé puisque la capitale symbolisait concrètement la création de l'État. Dès le IXe siècle, le pouvoir est également matérialisé par l'existence d'une armée et d'un personnel politique qui constituent les embryons d'un gouvernement central. En histoire contemporaine, le roi Hassan II se plaisait à répéter que les rois ont fait le Maroc. À bien des égards, l'œuvre des souverains marocains rappelle la lutte millénaire des rois de France contre les féodalités et les agents de la dissolution. Il est d'ailleurs possible d'observer au Maroc, comme en France, le même phénomène, à savoir que la stabilité du pays et le bien commun ne progresseront qu'avec l'affermissement de l'autorité de l'État royal et la suprématie de la loi. À l'opposé, l'abandon de la pleine souveraineté de l'État ou son affaiblissement conduiront constamment à la résurgence des immuables forces virulentes de dissolution, à l'arrogance des sectes ou des groupes d'intérêts particuliers, bref, de tout ce qui encourage ce qu'on appelle la fitna, cette déchirure qui vise à rompre l'unité de la communauté. Et comme tout État, le Makhzen a eu pour but de s'assurer du contrôle du plus vaste territoire possible. Comme pour tout État, ce pouvoir central a connu au fil des siècles des fortunes diverses. Et dans ces périodes d'affaiblissement, les tribus des régions les plus éloignées ou les plus difficiles d'accès ont été plus ou moins autonomes. Il n'en a pas fallu plus pour nourrir toute une littérature coloniale qui a inventé, entre guillemets, une Berbérie imaginaire, faisant fi des 12 siècles d'existence de la nation marocaine. La pensée coloniale a inventé la distinction entre un bled el-Makhzen, plutôt arabe et soumis à l'autorité du pouvoir central, et un bled qu'on appelle el-Siba, plutôt berbère, et région de l'insoumission ou de l'anarchie. Cette distinction s'est appuyée sur ce que le roi Hassan II stigmatisait comme, entre guillemets, des connaissances ethniques et linguistiques douteuses, mais surtout des féodaux sans scrupules, des ulémas aux idées rétrogrades et des cheikhs de confrérie dont le prétendu mysticisme masquait une roublardise trop connue. Fermons les guillemets. Qu'il y ait au Maroc, comme partout ailleurs, des forces de division ne suffit pas à nourrir le mythe d'une division nationale. Par ailleurs, depuis des siècles, et plus particulièrement depuis 1956, l'État marocain a toujours su allier le pragmatisme et une vision très précise de la modernisation de cette nation qui fait désormais partie du groupe des pays émergents. Engagé sous l'impulsion du roi Mohamed VI dans de grands chantiers de réforme et de restructuration fondamentale, le Maroc en marche doit aujourd'hui imaginer une nouvelle relation avec le territoire de façon à mieux articuler les collectivités locales et faire des régions des outils de développement économique et social. On l'aura compris,
Il ne s'agit évidemment pas de démanteler l'État et la nation au nom d'une prétendue postmodernité qui n'est qu'une illusion idéologique. Au contraire, parce que l'histoire continue. La nation reste irremplaçable parce qu'elle constitue le plus vaste des cercles naturels de communautés sociales. L'abandon de la pleine souveraineté de l'État ou son affaiblissement conduiront constamment à la résurgence des immuables forces virulentes de dissolution, quitte à le répéter une nouvelle fois. Quant à l'État, il est loin d'avoir perdu toute légitimité, notamment pour ce qui concerne sa mission de veiller au respect de la solidarité et de l'intérêt général face aux égoïsmes particuliers, ni tout moyen d'action face à une mondialisation dont on peut désormais mesurer les limites. Dès lors, c'est une ardente obligation de redoubler d'efforts pour construire l'État moderne, à la fois arbitre et innovateur, dont la nation marocaine a besoin pour poursuivre sa marche historique et préserver sa souveraineté avec un modèle institutionnel spécifique. Et ce Maroc-là est une vieille nation depuis plus de 12 siècles. Il a forgé son identité au sein de la riche civilisation arabo-musulmane. Par conséquent, il a son propre modèle institutionnel, conforme à sa spécificité et combinant heureusement des principes du droit public islamique, notamment celui de la démocratie consultative organisée par la Shura. Son expérience nationale et les apports utiles d'autres systèmes, car le Maroc ne vit évidemment pas en vase clos depuis les ères ou les époques de sa berbéritude. En outre, il convient de souligner que la monarchie marocaine a toujours été réformatrice, et cela d'autant plus qu'elle se réfère à l'école malikite de l'islam, laquelle a pour principale caractéristique de refuser le conservatisme aveugle et de prôner l'effort d'adaptation, ce qu'on appelle l'ijtihad, conformément à l'intérêt général, ce qu'on appelle le maslaha. Et depuis des siècles, l'État marocain a toujours privilégié une démarche empirique, alliant le pragmatisme à une vision très précisée de la modernisation. Dans les temps modernes, les sultans, Mohamed V et Hassan II, furent des réformateurs convaincus qui tentèrent de mettre en place de nombreuses mesures économiques, sociales, financières, administratives et militaires. Et après la libération en 1955, le roi Mohamed V entreprit de placer le pays sur les rails du renouveau et du progrès, en particulier en jetant les bases d'institutions modernes dans le cadre d'une monarchie démocratique. C'est dans ce contexte qu'il convient d'apprécier les évolutions actuelles à travers des lois propres qui sont le cadre des évolutions. L'évolution constitutionnelle ne peut que prendre en considération les grandes constantes de la nation marocaine, ce qu'on pourrait appeler les lois fondamentales de la politique marocaine. Mais alors, quelles sont ces lois? Le célèbre politologue français Charles Benoît a exposé que pour toute nation, il y a le constant, le permanent, ce qui ne change pas, ce qui n'est ni vieux ni neuf, mais perpétuel. En effet, la politique est très exactement une science. Elle ne doit en rien obéir au billevesées idéologique.
à l'improvisation ou au calcul conjoncturel. La politique suit les règles séculaires, transcendant les événements conjoncturels. Elle suit des lois s'identifiant à la vie nationale qui a ses nécessités auxquelles la politique doit satisfaire. Et ces lois sont écrites, mais supérieures à toutes les constitutions écrites. Parfois, d'éminents constitutionnalistes ont la naïveté de croire que leurs travaux ont la solidité des tables de la loi, un caractère supérieur à tout, alors que nous connaissons bien leur aspect purement conjoncturel, donc éphémère. Bien qu'on ait certains constitutionnalistes, les lois fondamentales de la politique d'une nation sont supérieures parce qu'elles s'inscrivent dans le temps très long. Elles concernent les rapports nécessaires avec la géographie, la démographie, la psychologie, la façon de vivre, la croyance et surtout la sociologie et l'histoire d'une nation. Ces lois sont supérieures parce qu'elles concernent les rapports nécessaires avec la géographie, la démographie, la psychologie, la façon de vivre, la croyance et la sociologie historique d'une nation. Et depuis 1956, l'État marocain a toujours su allier le pragmatisme et une vision très précise de la modernisation. Et dans son essai sur le principe générateur des constitutions politiques rédigées en 1814, Joseph de Maistre écrit. Il écrit ceci: une des grandes erreurs du siècle qu'il est professa, toute fut de croire qu'une constitution politique pouvait être écrite et créée a priori, tandis que la raison et l'expérience se réunissent pour établir que ce qu'il y a précisément de plus fondamental et de plus essentiellement constitutionnel dans les lois d'une nation ne saurait être écrit. Ce qu'affirme ici Joseph de Maistre, c'est déjà la leçon éternelle d'Antigone à l'époque, laquelle, face à un crayon représentant ici la loi écrite, rappelle la supériorité des lois suprêmes que personne ne peut abolir. Alors que Charles Maurras expose que c'est Antigone qui incarne les lois très concordantes de l'homme, des dieux, de la cité. Fermons les guillemets. Et Créon est châtié précisément parce qu'il a voulu s'affranchir des lois fondamentales. Mais pour ce qui concerne les lois fondamentales de la politique marocaine, celles-ci sont bien précises. La sauvegarde de l'islam orthodoxe, de rite malikite, combinant harmonieusement tradition et progrès. La prééminence du souverain et commandeur des croyants qui est le meilleur garant de la tradition islamique face à toutes les déviations et aux interprétations extrémistes. La préservation de l'indépendance d'un pays où l'on est plus que tout attaché aux libertés. L'intégrité territoriale de Tanger à la frontière mauritanienne, ce qui implique de déjouer le complot séparatiste portant atteinte à l'intégrité territoriale du Maroc et à son rôle dans la région. Le rôle spécifique du Maroc comme espace de transmission avec le sud du Sahara, l'Afrique noire, et comme pivot nécessaire entre le monde européen et l'Afrique subsaharienne. La sauvegarde de l'unité en évitant de laisser s'installer toute déchirure, c'est-à-dire toute fitna, au sein de la communauté, car selon l'islam,
La fitna est le pire des fléaux. La recherche du bien commun, qui exige de limiter l'action des factions en consolidant un État indépendant des intérêts particuliers, doté de l'autorité et de la durée. Et au-dessus de tout, parce que condition de tout, l'unité nationale et la continuité socio-historique qui sont incarnées par la monarchie, la gardienne vigilante et l'exécutante de ses lois. Et vous allez me dire du côté de la monarchie. En effet, il faut encore souligner la centralité du régime monarchique, car c'est l'institution monarchique qui protège l'identité marocaine et la pérennité de la nation. Pourquoi? Parce qu'elle garantit l'intégrité de l'islam, du juste milieu, les libertés fondamentales et les intérêts supérieurs de la nation. Elle réunit l'indispensable consensus, c'est-à-dire le consentement profond, l'adhésion de l'ensemble d'une population vivant dans un cadre déterminé à un type de pouvoir, qui assure cette légitimité d'un État. Parce qu'un roi, c'est d'abord un homme qui voit loin et bénéficie de la continuité. La monarchie marocaine fut de tout temps le principal acteur du progrès et du développement face au conservatisme de toutes sortes à long terme et non pas à court terme. C'est pourquoi, dans son discours du 9 mars 2011, le roi a insisté sur le fait que la réforme devait se caler sur les constantes sacrées et intangibles du Maroc, c'est-à-dire l'islam, la commanderie des croyants, le régime monarchique, la sauvegarde de l'unité nationale et celle de l'intégrité territoriale. C'est tout ce qui est contenu dans la Constitution de 2011, laquelle est sans doute trop longue et un peu bavarde, mais pour l'essentiel, elle a le mérite de retranscrire les lois fondamentales du Maroc, parce qu'elle doit veiller à préserver l'héritage authentique du pays. Et dans ces conditions, quand on examine le processus de réforme, il est clair qu'il faut parler d'évolution dans la continuité. C'est-à-dire qu'il faut répudier catégoriquement la fausse dichotomie entre tradition et modernité. Il n'y a pas d'opposition entre la tradition et le progrès, car c'est bien la tradition qui entretient les raisons de sa persévérance nationale, et c'est elle qui permet d'identifier les potentialités de renouveau et de modernisation, tout en permettant d'être rattaché à un socle solide. Et en guise de conclusion, rapidement, si vous le voulez bien, force est de constater que le Maroc poursuit une évolution tranquille dans le cadre d'une monarchie réformatrice qui bénéficie de la continuité et peut par conséquent ouvrir de grands chantiers d'avenir. Peut-être clair, il ne faut pas hésiter de répéter qu'il faut se méfier de l'imitation aveugle proposée par des gens qui sont souvent plus prisonniers des passions idéologiques et des modes et du coup n'ont pas une juste analyse de la réalité. Dans ces conditions, tout ce qu'on peut souhaiter pour le Maroc, c'est d'éviter les débats stériles sur le choix d'un modèle étranger. C'est ce que prône, justement, le roi Mohamed VI quand il invite à consolider un modèle maroco-marocain. Pourquoi ce modèle purement marocain? Pour la simple raison qu'il n'existe pas un
prêt à gouverner comme il peut y avoir un prêt-à-porter. Il n'existe pas de recette miracle, de panacée applicable n'importe où et n'importe comment. Un système institutionnel n'est pas transposable d'un pays à l'autre. Cela est d'autant moins possible qu'il s'agit de vieilles nations, avec leurs fortes identités forgées par l'histoire, leur sociologie, et un vivre ensemble de plusieurs siècles, ce qui est le cas du Maroc, qui est une nation vieille, rappelons-le, de plus de 12 siècles tout de même. C'est précisément à la réalité nationale que ne cesse de renvoyer le roi Mohamed VI, et cela est bien naturel, puisqu'il en est le dépositaire. Il ne faut donc pas faire preuve d'une imitation aveugle à l'égard de modèles étrangers peu adaptés à la situation marocaine. Plutôt que cette imitation, ce taqlid, il faut un effort d'adaptation, un ijtihad, oui, un ijtihad qui, dans ses éléments comme dans ses modalités, met en relief de façon particulièrement sensible ce que l'on peut appeler l'exception marocaine. Les défis consistent aussi à poursuivre l'effort remarquable en matière de développement économique avec de grands projets visionnaires en pensant aux énergies nouvelles, à la montée en puissance des régions méditerranéennes autour de la grande réalisation de Tangemed, à la régionalisation avancée, sans oublier le progrès social qui est bien sûr une priorité. La construction d'un pays moderne exige du travail, de la patience, de l'opiniâtreté, une bonne entente nationale, un état de droit, de l'ordre et une vision à long terme. C'est tout ce dont dispose le Maroc et c'est son capital le plus précieux. Aujourd'hui, au regard des incertitudes ou des désordres qui perturbent le monde arabe, de l'Algérie juste à côté en particulier, et de la Tunisie spécialement, jusqu'au Yémen, on ne peut qu'apprécier à sa juste valeur l'exception marocaine, c'est-à-dire le fait que le royaume du Maroc est un État stable et sur la voie d'un développement global. Là où d'autres s'agitent en tous sens, tâtonnent ou sont frappés d'une sorte de paralysie cadavérique, le Maroc poursuit son évolution dans la stabilité, doucement mais sûrement. Il fait partie du petit nombre, que ce soit donc ce Maroc fait partie du petit nombre de ceux qui progressent, que ce soit sur le plan de la consolidation de l'État, de droit, ou sur celui du développement. Et cette exception est sans aucun doute due à la vision prospective et stratégique du roi Mohamed VI et au consensus réalisé autour de sa personne. Dans sa sagesse, le peuple marocain sait combien la monarchie est une condition de l'unité nationale de Tanger à Al-Gouira, du respect des intérêts du Maroc sur la scène internationale et des progrès du pays. Tout cela s'accomplit dans le cadre d'une institution monarchique qui est fondamentalement réformiste et qui a pour objectif un plus grand développement politique, social, économique. En réalité, la monarchie, qui est à la fois le symbole et le garant de cette exception marocaine, qu'il faut préserver, oui, qu'il faut préserver et consolider, bien évidemment, en puissance régionale. Et voilà, donc, chers amis, c'est ici, à ce niveau de cette séquence qu'elle prend fin aujourd'hui, en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très rapidement, très bientôt,
avec un grand plaisir au travers de votre ce qui fait débat ou tout simplement ce qui fait discussion entre nous et à chacune de nos rencontres. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité, pour votre patience et surtout pour votre participation, de nous écouter, de nous suivre jusqu'au bout justement de ces séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas, en nous aidant mutuellement, réciproquement, et d'aider votre chaîne Bled Magharibia en vous y abonnant en masse, très nombreux, de faire abonner vos connaissances, vos proches et partout où vous êtes afin de recevoir le plus rapidement possible les dernières nouvelles et surtout en toute primeur. Mais n'oubliez pas de partager donc ces séquences vidéo, vos séquences vidéo. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.